Une mémoire d'éléphant de Agatha Christie. Chapitre 1er. Mrs. Oliver se regarda dans la glace, tout en jetant un coup d'œil vers la pendule de la cheminée qui lui semblait retardée de quelques 20 minutes. Puis elle revint à la contemplation de sa coiffure. L'ennui, chez elle, et elle l'admettait bien volontiers, c'était qu'elle changeait constamment de coiffure. Elle avait à peu près tout essayé. À une certaine époque, un sévère style pompadour, puis une coiffure en coup de vent qui permettait de rejeter les cheveux en arrière pour mettre en valeur un front intellectuel. Du moins, espérait-elle qu'il l'était. Elle avait aussi essayé des boucles bien ordonnées et même une sorte de désordre artistique. Mais aujourd'hui, peu importait le genre de coiffure qu'elle allait adopter, puisqu'elle se proposait de mettre un chapeau, chose qu'elle faisait rarement. Sur la dernière étagère de son armoire étaient disposés 4 chapeaux. 2 d'entre eux étaient résolument consacrés au mariage. Dans de telles circonstances, le chapeau était une obligation. Le premier, orné de plumes, épousait strictement la forme de la tête et résistait merveilleusement aux averses soudaines qui pouvaient survenir à l'improviste au moment où vous descendiez de voiture devant l'église. Le second, plus recherché, ne pouvait guère se porter que pour assister à un mariage par un bel après-midi de samedi en été, car il comportait des fleurs et une garniture de tulle jaune maintenue par du mimosa. Les 2 autres, qui se trouvaient sur l'étagère, étaient des chapeaux pour tout aller. Le premier était ce que Mrs. Oliver appelait son chapeau de campagne. Fait de feutre Havane, il allait très bien avec un tailleur de tweed ainsi qu'avec 2 pullovers qu'elle possédait, un de cachemire et un autre plus léger pour les journées chaudes. Cependant, bien qu'elle utilisât fréquemment les pullovers, elle ne portait pratiquement jamais le chapeau. En effet, pourquoi se coiffer d'un chapeau pour aller simplement déjeuner chez des amis à la campagne? Le 4e, et aussi le plus coûteux du lot, avait d'extraordinaires avantages. Probablement, se disait parfois Mrs. Oliver, parce qu'il était coûteux. C'était une sorte de turban composé de plusieurs couches de velours de teinte pastel et qui allait avec tout. Mrs. Oliver marqua un temps d'hésitation avant d'appeler à l'aide. « Maria » puis plus fort. « Maria, venez ici une minute, je vous prie. » Maria arriva. Elle était habituée à ce que sa maîtresse l'appelât pour lui demander son avis lorsqu'elle s'habillait pour sortir. « Vous allez mettre cet adorable chapeau, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, et je voulais savoir si, à votre avis, il va mieux ainsi ou en sens inverse. » Maria recula d'un pas pour mieux se rendre compte. « Ma foi, je crois que vous l'avez mis sans devant derrière, non ? » ?»« Oui, je le sais. » dit Mrs. Oliver. « Je le sais parfaitement, et j'ai l'impression qu'il va mieux dans l'autre sens. »« Oh, pourquoi irait-il mieux ? Parce qu'il a été prévu pour être porté ainsi, sans doute à cause de cette jolie nuance de bleu qui s'oppose à ce brun, ce qui me paraît plus heureux que le vert et le rouge de l'autre côté. » Ce disant, Mrs. Oliver ôta le chapeau et l'essaya dans l'autre sens. Puis, elle lui fit effectuer seulement un quart de tour sur sa tête. Mais ni elle ni Maria ne trouvèrent le résultat à leur goût. « Ça ne convient pas à votre visage, » déclara la femme de chambre. « Ça n'irait d'ailleurs à personne. »« Non, finalement, je crois que je vais le mettre dans le bon sens. »« Mon Dieu, je dirais même que c'est plus prudent. » Mrs. Oliver ôta le chapeau. Maria l'aida à passer une robe en lainage léger de couleur puce, puis à remettre son chapeau. « Vous êtes élégante au possible, madame. » C'était cela que Mrs. Oliver aimait chez Maria. Si on lui en fournissait la moindre occasion, elle était toujours prête à donner son approbation et à exprimer des louanges. « J'imagine que vous allez prononcer un discours à ce repas ? » « Un discours ?» répéta Mrs. Oliver d'un air horrifié. « Sûrement pas. Vous savez bien que ce n'est pas mon habitude. »« Je croyais qu'on en faisait toujours.
à ces déjeuners littéraires ? Je n'ai nul besoin de m'y employer moi-même. Il ne manque pas de gens qui adorent ça et qui s'en tireront bien mieux que moi. Je suis sûre que vous feriez un discours remarquable, si vous vouliez, répondit Maria, qui s'entraînait à jouer le rôle du démon tentateur. Non, je sais parfaitement ce que je peux faire et aussi ce qui ne me convient pas. Je serais absolument incapable de prononcer un discours quelconque. Je me troublerais, je m'énerverais, et je me mettrais certainement à bafouiller ou à répéter 2 fois les mêmes choses. Non seulement je me sentirais stupide, mais j'en aurais probablement l'air. Bon, j'espère que tout se passera bien. C'est un grand repas, n'est-ce pas ? Oui, répondit Mrs. Oliver d'un air abattu. Un très grand repas. Et je me demande bien pourquoi j'y vais, songea-t-elle. Mais elle n'exprima pas sa pensée à haute voix, car Maria venait de retourner en toute hâte à la cuisine, soudain alarmée par l'odeur caractéristique de la confiture débordant sur le fourneau. « Je suppose que c'est parce que j'ai envie de connaître l'ambiance. On ne cesse de m'inviter à des déjeuners littéraires et je n'y vais jamais. » Mrs. Oliver s'attaqua à la meringue qu'elle avait dans son assiette. C'était là une friandise qu'elle aimait tout particulièrement et qui terminait fort agréablement ce succulent repas. Néanmoins, quand on atteignait un certain âge, il fallait se montrer prudent avec les meringues, à cause des dents. Certes, ces dents avaient très bonne apparence, et elles possédaient même l'indéniable avantage de ne pas vous faire souffrir. Elles étaient bien rangées, d'une blancheur éblouissante, plus belles que les dents naturelles. Seulement, naturelles, elles ne l'étaient pas, et Mrs. Oliver était même persuadée que la matière qui les composait n'était pas de très haute qualité. Les chiens, croyait-elle, avaient des dents en ivoire véritable, mais celles des êtres humains n'étaient faites que d'os, ou de matière plastique si elles étaient artificielles. Quoi qu'il en soit, l'essentiel était de ne pas se laisser placer dans une situation embarrassante. La laitue présentait quelques difficultés, ainsi que les amandes salées. Il en était de même de certains chocolats, des caramels, collants et des meringues. Avec un soupir de satisfaction, Mrs. Oliver avala la dernière bouchée. Le déjeuner avait été donné en l'honneur des femmes de lettres, mais, par bonheur, les convives n'appartenaient pas tous à la gente féminine. Mrs. Oliver avait été placée entre 2 représentants fort sympathiques du sexe fort. Edwin Obin, dont elle avait toujours apprécié les poèmes, était un homme extrêmement agréable qui avait connu des aventures passionnantes au cours de ses voyages à l'étranger. Sir Wesley Kent, lui aussi, avait fait preuve d'une très grande courtoisie. Il lui avait dit des choses charmantes à propos de ses livres, mentionnant les raisons pour lesquelles il avait aimé tel ou tel roman, et elle l'avait considéré d'un œil favorable. Les louanges des hommes, pensait-elle, sont toujours les bienvenues. C'étaient généralement les femmes qui faisaient étalage d'une sensiblerie déplacée. Elle lui écrivait de ces choses, mais il fallait reconnaître qu'il y avait aussi quelques jeunes gens sentimentaux qui lui expédiaient, d'au-delà les mers, des missives absolument invraisemblables. Pas plus tard que la semaine précédente, elle avait reçu une lettre dithyrambique, commençant par ces mots. « En lisant votre dernier roman, Le 2e poisson rouge, j'ai compris quelle noblesse de sentiment devait être la vôtre. » Mrs. Oliver n'était certes pas d'une modestie exagérée, et elle trouvait que les romans policiers qu'elle écrivait étaient fort bons dans leur genre. Mais elle ne voyait pas le moins du monde ce qui pouvait faire croire à la noblesse de ses sentiments. Elle avait simplement le talent d'écrire des ouvrages que beaucoup de gens aimaient à lire. Les convives passaient maintenant au salon où l'on allait servir le café. C'était, Mrs. Oliver le savait par expérience, l'instant dangereux, le moment où d'autres femmes allaient venir lui infliger d'excessives louanges qui la gênaient et lui poser des questions auxquelles il lui était généralement impossible de répondre. Une de ses amies étrangères lui avait dit un jour, de sa voix grave à l'accent charmant. « J'ai entendu ce que vous venez de dire à ce jeune journaliste. Eh bien, je trouve que vous manquez de…
comment dirais-je, d'orgueil en ce qui concerne votre œuvre. Vous devriez répondre « Oui, j'écris bien, mieux que n'importe quel autre auteur de romans policiers. » Mais ce n'est pas vrai, avait protesté Mrs. Oliver. Je ne suis sans doute pas mauvaise, cependant... Ah, ne répondez jamais ça. Vous devez déclarer que vous êtes la meilleure, même si vous ne le pensez pas, afin que tout le monde le sache et le répète. Aujourd'hui, se dit la romancière, la chose ne serait pas tellement difficile. Il n'y avait guère que 2 ou 3 femmes qui la dévisageaient et avaient l'air de l'attendre au moment où elle quittait la salle à manger. Elle se contenterait de leur adresser un sourire en les gratifiant d'une réponse banale. Par exemple, « C'est très gentil à vous, je suis si heureuse de connaître les gens qui aiment mes livres. » Et ensuite, elle pourrait s'esquiver. Ses yeux firent le tour du salon. Peut-être aurait-elle la chance de repérer des amis aussi bien que des soi-disant admirateurs. Mais les convives se dirigeaient déjà vers les fauteuils et les canapés. Le danger était imminent. Il se présenta sous la forme d'une femme d'amples proportions, à l'air imposant et autoritaire. « Oh, Mrs. Oliver !» s'écria-t-elle d'une voix haut perchée. « Quel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui ! Il y a si longtemps que je le souhaitais. J'adore vos livres. Je les adore. Il n'y a pas d'autre mot. Et mon fils également. Quant à mon mari, il ne voyageait jamais, autrefois, sans emporter au moins 2 de vos romans. Mais asseyons-nous, voulez-vous ? Il y a tant de choses que j'aimerais vous demander. » Pas du tout le genre de femme avec qui je me sente capable de sympathiser, songea Mrs. Oliver. Mais, après tout, celle-là ou une autre. Elle se laissa conduire vers un petit canapé à 2 places qui occupait un angle du salon. « Eh bien, nous voilà installés, » dit sa nouvelle admiratrice, quand on leur eut servi le café. « Je suppose que vous ne connaissez pas mon nom. Je suis Mrs. Burton Cox. »« Oh oui, » répondit la romancière, aussi embarrassée qu'à l'ordinaire. Mrs. Burton Cox. Il lui semblait avoir déjà entendu ce nom. Cette femme écrivait-elle ? Sûrement pas des romans. Des livres sur la politique, peut-être ? Vous allez être surprise de ce que je vais vous dire. Mais, à la lecture de vos livres, j'ai senti combien vous êtes compatissante, combien vous savez comprendre la nature humaine, et je crois que si quelqu'un peut me fournir une réponse à l'angoissante question que je me pose, c'est vous. Je ne vois pas, vraiment. Mrs. Burton Cox trempa un morceau de sucre dans son café et le broya comme s'il se fût agi d'un os. Des dents d'ivoire, peut-être, songea Mrs. Oliver. La première chose que je veux vous demander est celle-ci. Vous avez bien une filleule qui s'appelle Celia Ravenscroft, n'est-ce pas ? Oh, dit simplement la romancière d'un ton qui marquait la surprise. Elle avait un bon nombre de filleuls et de filleuls, et à mesure qu'elle avançait en âge, il y avait des moments où elle était incapable de se les rappeler tous. Elle avait fait son devoir, en temps voulu, leur envoyant des jouets pour Noël, leur rendant parfois visite, allant les faire sortir de leur école pour les week-ends lorsqu'ils étaient internes. Puis, il y avait le jour de leur majorité ou celui de leur mariage, circonstances dans lesquelles la marraine devait évidemment faire quelque chose. Ensuite, progressivement, ils s'estompaient, disparaissaient de votre vie. « Celia Ravenscroft » répéta Mrs. Oliver. « Oui, oui, bien sûr. » Mais aucune image récente de la jeune fille ne se présentait à son esprit. Elle se rappelait lui avoir offert pour son baptême une très belle passoire en argent de l'époque de la reine Anne. Excellent ustensile pour passer le lait, mais aussi le genre d'objet que sa filleule pourrait toujours vendre à un bon prix si elle avait un jour besoin d'argent liquide. Combien il était plus facile de se rappeler les cafetières, les passoires ou les timbales de baptême que l'enfant lui-même. « Mais il y a bien longtemps que je ne l'ai vue, ajouta-t-elle. « C'est, je crois,
Une jeune personne assez indépendante et impulsive, qui change souvent d'idée. Très intellectuelle, au demeurant, et qui a bien réussi à l'université. Mais ses opinions politiques... Enfin, je suppose que tous les jeunes gens s'intéressent plus ou moins à la politique de nos jours. J'avoue ne pas entendre grand-chose à la question, répondit Mrs. Oliver, pour qui la politique avait toujours été une sorte de malédiction. Je vais me confier à vous et vous dire exactement ce que je voudrais savoir. Je suis sûre que vous accepterez de me renseigner. J'ai si souvent entendu parler de votre bon cœur et de votre compréhension. Je me demande si elle va essayer de m'emprunter de l'argent, se dit Mrs. Oliver, qui avait le souvenir de certains entretiens ayant commencé de cette manière. Voyez-vous, je considère que l'instant est très grave pour moi, poursuivit Mrs. Burton Cox. En effet, Célia s'est mise en tête d'épouser mon fils Desmond. Oh, vraiment? Du moins, est-ce leur idée à tous les deux, pour le moment. Mais vous concevez qu'il est indispensable de connaître les gens, et il y a un point que je désire fort élucider. C'est une chose assez particulière, et que je ne pourrais pas demander, comment dirais-je, à une étrangère. Mais vous, chère Mrs. Oliver, vous n'êtes pas vraiment une étrangère. La romancière se dit qu'elle souhaiterait bien l'être, car elle commençait à se sentir un peu inquiète. Je me demande, songea-t-elle, si Célia n'a pas eu ou n'est pas sur le point d'avoir un bébé, et si on ne s'imagine pas que je suis au courant des faits. Ce serait terriblement embarrassant. D'un autre côté, étant donné que Célia doit maintenant avoir 25 ou 26 ans, il me serait très facile de répondre que je ne sais rien. Mrs. Burton Cox se pencha vers elle. « Je pense que vous devez être au courant de ce qui s'est passé, et vous devez connaître les détails du drame. Est-ce que c'est sa mère qui a tué son père, ou bien est-ce l'inverse ?» Mrs. Oliver s'attendait à tout sauf cela. Elle ouvrit de grands yeux et considéra Mrs. Burton Cox d'un air incrédule. « Mais je ne comprends pas. Je veux dire, je ne vois pas quelle raison... » « Chère Mrs. Oliver, vous devez certainement savoir toute l'histoire. Il s'agit d'une cause célèbre. Oh, je sais bien que cela s'est passé il y a une quinzaine d'années, mais l'affaire a eu un grand retentissement et vous devez sûrement vous en souvenir. » Mrs. Oliver se tortura l'esprit pour tâcher de trouver une réponse adéquate. Célia était sa filleule et sa mère, Molly Preston, avait été autrefois une de ses amies, quoique pas particulièrement intime. Elle avait épousé un officier du nom de Ravenscroft si elle avait été demoiselle d'honneur au mariage. Ensuite, les Ravenscroft avaient quitté l'Angleterre pour partir au Moyen-Orient ou aux Indes. Elle ne savait plus. Mais elle n'en conservait qu'un souvenir très vague. Un peu comme ces photos fanées que l'on retrouve en feuilletant un vieil album. Mrs. Burton Cox la fixait avec des yeux ronds, comme si elle était déçue par sa maladresse ou son impuissance à faire revivre dans la mémoire de son interlocutrice ce qui avait pourtant été, en son temps, une cause célèbre. « Vous voulez parler de l'accident ? » ?»« Oh non, ce n'était pas un accident. Cela s'est passé dans le Kent, où les Ravenscroft avaient une villa au bord de la mer. Un jour, on les a retrouvés tous les deux sur la falaise, tués chacun d'une balle de revolver. Mais la police n'a pu déterminer si la femme avait tué son mari pour se suicider ensuite, ou bien si c'était l'homme qui avait d'abord tiré sur sa femme avant de se donner la mort. L'examen des balles par les experts n'a donné aucun résultat positif, et on a pensé qu'il pouvait s'agir d'un double suicide. Mais il aurait pu évidemment s'agir d'un homicide par imprudence suivi de suicide. Pourtant, tout le monde semblait persuadé que le meurtre avait bien été volontaire, et il courait dans la presse et dans le public des quantités d'histoires, lesquelles relevaient probablement de la plus haute fantaisie, dit Mrs. Oliver. C'est possible, mais très difficile à affirmer. On a parlé d'une querelle qui aurait eu lieu la veille entre les deux époux. On a suggéré l'existence d'un autre homme et, bien entendu, celle d'une autre femme. Mais la chose n'a jamais été tirée au clair.
Et je crois qu'on a étouffé l'affaire autant qu'on l'a pu, à cause de la situation élevée qu'occupait le général Ravenscroft. On a même prétendu qu'il avait fait récemment un séjour dans une maison de santé et qu'il n'était pas responsable de ses actes. « Je suis vraiment navrée, » répondit Mrs. Oliver d'un ton ferme. « Mais je dois avouer que je ne sais rien de cette affaire. Je me rappelle maintenant que vous en parlez, l'existence de ce drame, mais je n'ai jamais su ce qui s'était passé. » Et, en vérité, songea la romancière, en regrettant de ne pas avoir assez de cran pour exprimer sa pensée à haute voix, je me demande comment vous avez l'impertinence de venir me poser une telle question. « Il est très important que je le sache, » insista Mrs. Burton Cox, « étant donné que mon fils, le cher enfant, veut épouser Célia. Je suis désolée de ne pouvoir vous aider, car je n'ai jamais été au courant des détails de l'affaire. » « Cependant, » insista encore Mrs. Burton Cox, « avec les histoires prodigieuses que vous écrivez, vous connaissez forcément la criminologie. Vous savez quelles personnes sont susceptibles de commettre des crimes et pourquoi. »« Je ne sais rien, » trancha Mrs. Oliver sur un ton qui, maintenant, frisait l'impolitesse. « Rendez-vous compte que l'on ne sait pas auprès de qui s'informer. Après tant d'années, il est impossible de s'adresser à la police, qui, j'imagine, ne voudrait rien dire, étant donné que l'affaire a été manifestement étouffée. Et pourtant, je sens qu'il est important que je sache la vérité. »« En ce qui me concerne, » répliqua Mrs. Oliver d'un ton glacial, « je me contente d'écrire des livres, lesquels sont purement du domaine de la fiction. Je ne sais rien sur le crime en soi, et je n'ai aucune idée de ce qu'est la criminologie. Je ne puis donc vous aider en aucune manière. »« Vous pourriez demander à votre filleule, à Célia. »« Demander à Célia ? Je ne vois guère comment je le pourrais. À l'époque du drame, elle n'était qu'une enfant. »« Je suppose, néanmoins, qu'elle est au courant de l'affaire. Les enfants savent toujours beaucoup de choses, et je suis sûre qu'elle vous dirait, à vous, tout ce qu'elle sait. » « Il me semble que vous feriez mieux de lui poser la question vous-même. »« Je ne crois pas pouvoir le faire. Je suis convaincue que cela ne plairait pas à Desmond. Voyez-vous, il est assez susceptible quand il s'agit de Célia, et je ne pense vraiment pas que... Mais je suis sûre qu'elle vous raconterait tout. »« Jamais je ne m'aviserais de lui poser une telle question, » déclara Mrs. Oliver. Elle fit semblant de jeter un coup d'œil à sa montre et reprit aussitôt. « Oh, mon Dieu, comme ce déjeuner a duré longtemps. Il faut que je me sauve, car j'ai un rendez-vous important. Au revoir, Mrs. Burton Cox. Désolée de ne pouvoir vous aider, mais ces choses sont tellement délicates. Et puis, cela changerait-il vraiment quelque chose pour vous ? Oui, ça changerait tout, me semble-t-il. » À ce moment-là, une femme de lettres que Mrs. Oliver connaissait passa à proximité. Elle bondit et la saisit par le bras. « Louise, comme je suis heureuse de vous voir. Jusqu'à présent, je n'avais pas remarqué votre présence. »« Ariane, il y a longtemps que nous ne nous sommes rencontrés, en effet. Vous avez beaucoup minci, n'est-ce pas ? » ?»« Vous avez l'art de me dire toujours des choses agréables, » répondit Mrs. Oliver en l'entraînant. « Je me dépêche, car j'ai un rendez-vous. »« J'imagine que vous ne pouviez pas vous tirer des griffes de cette affreuse bonne femme. Elle avait entrepris de me poser les questions les plus invraisemblables. Et vous ne saviez pas y répondre ? Ma foi, non, car elle n'était pas du tout de mon ressort, et l'eussent-elle été que je n'aurais pas voulu y répondre. Portait-elle, du moins, sur un sujet intéressant ? Mon Dieu, répondit Mrs. Oliver après un instant de réflexion, elle n'était pas absolument sans intérêt. Seulement, venez, elle se lève dans l'intention évidente de vous poursuivre. Si vous n'avez pas votre voiture, je vais vous ramener. Je ne la prends jamais pour circuler à Londres. Il est tellement difficile de se garer. Vous habitez Easton Terrace, je crois. Oui, mais je dois me rendre à Whitefriars Mansions. Ah oui, ce sont ces grands immeubles de forme géométrique. Je connais. Chapitre 2 où l'on parle pour la première fois d'éléphants. N'ayant pas trouvé son ami Hercule Poirot à son domicile, Mrs. Oliver dut avoir recours au téléphone.
Serez-vous chez vous ce soir ? Lui demanda-t-elle sans préambule. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la tablette qui supportait l'appareil. Serait-ce Ariane Oliver, annonça la romancière, toujours surprise que ses amis ne reconnaissent pas sa voix immédiatement. Oui, je serai chez moi toute la soirée. Cela signifie-t-il que je pourrais avoir le plaisir de votre visite ? C'est très aimable à vous d'envisager la chose sous cet angle, car je ne suis pas certaine que cette visite vous soit tellement agréable. Il m'est toujours agréable de vous voir, chère madame. Il se pourrait, pourtant, que je ne vienne que pour vous importuner. Je voudrais avoir votre avis sur une question qui me tracasse. Je suis toujours disposé à donner mon avis à tout le monde, répondit le détective, dont la modestie n'était pas la vertu première. Il s'est produit quelque chose qui me cause du souci, et je ne sais pas quoi faire. Eh bien, cher ami, je serai hautement flatté de vous recevoir. Quelle heure vous conviendrait ? Voulez-vous que nous disions 9 heures ? Nous prendrons le café, à moins que vous ne préfériez une grenadine ou un sirop de cassis. Mais non, je me rappelle que vous n'aimez pas ça. Dès qu'il eut reposé le récepteur, Poirot se retourna vers Georges, son fidèle serviteur. « Mon ami, dit-il, nous aurons ce soir le plaisir de recevoir Mrs. Oliver. Il faudra du café, j'imagine, et peut-être aussi une liqueur. Je ne sais pas exactement ce qu'elle aime. »« Je l'ai vue parfois boire du kirsch, monsieur. »« Et aussi, me semble-t-il, de la crème de menthe. Mais sans doute préfère-t-elle le kirsch. » Mrs. Oliver arriva à l'heure dite. Pendant tout le dîner, Poirot s'était demandé ce qui pouvait bien motiver cette visite inattendue et pourquoi la romancière était indécise quant à la conduite qu'elle devait tenir. Lui réservait-elle quelques problèmes difficiles ? Ou bien venait-elle lui faire part d'un crime ? Il n'ignorait pas qu'avec Mrs. Oliver, on pouvait s'attendre à tout. Aux choses les plus banales ou, au contraire, aux plus extraordinaires. Il y avait des moments où elle l'exaspérait presque, mais il lui était en même temps très attaché. Dès l'entrée de la romancière, il comprit qu'il ne s'était pas trompé. Elle paraissait véritablement soucieuse. Il l'accueillit avec sa courtoisie habituelle, la fit asseoir, lui servit le café et lui tendit un verre de kirsch. « Ah !» commença Mrs. Oliver en poussant un soupir. « J'imagine que vous allez me trouver terriblement sotte. Néanmoins... » « J'ai lu dans le journal de ce soir que vous aviez assisté aujourd'hui à un déjeuner littéraire. Je m'étais imaginé que vous n'y alliez jamais. Je me rends souvent à des cocktails, mais rarement à des repas, c'est vrai, et je ne suis pas près d'y retourner. » « Cela ne vous a pas plu ? » ?»« Si, jusqu'à un certain point. Mais ensuite, il s'est produit quelque chose d'ennuyeux. Et c'est là, je présume, ce qui vous a incité à venir me voir. »« Oui. Et je ne sais vraiment pas pourquoi, car cela n'a rien à voir avec vous, et je ne pense même pas que ce soit le genre de choses susceptibles de vous intéresser. Malgré tout, j'aimerais connaître votre opinion et savoir ce que vous feriez à ma place. » « Ce dernier point est fort délicat. Je sais comment moi, Hercule Poirot, j'agirais en toutes circonstances, mais j'ignore comment vous êtes capable d'agir, vous. »« Vous devez bien avoir une idée. Vous me connaissez depuis si longtemps. »« Environ 20 ans, si je ne m'abuse. »« Je ne sais pas exactement, je ne me rappelle jamais les dates. Je connais 1939 à cause du début de la guerre, quelques autres çà et là, qui ont trait à des événements exceptionnels. »« Donc, pour en revenir à votre déjeuner littéraire, vous ne l'avez pas apprécié ? » ?»« J'ai apprécié le déjeuner en lui-même. C'est après que... une de ces imposantes femmes à l'air autoritaire, qui s'arrangent toujours pour dominer tout le monde, a foncé littéralement sur moi. Un peu comme on attrape un papillon, vous savez. Elle m'a poussé vers un canapé et s'est mise à me parler d'une de mes filleules, que je n'ai d'ailleurs pas vue depuis des années. Elle voulait savoir... Mon Dieu, comme il est difficile de vous dire ça. »« Mais non, » répondit doucement Poirot, « c'est très facile, au contraire. Tout le monde finit toujours par tout me dire, à moi. C'est facile parce que je suis étranger. »« Eh bien, elle m'a questionné sur les parents de cette jeune fille.
Elle voulait savoir si c'était son père qui avait tué sa mère ou si c'était l'inverse. Je vous demande pardon. Oh, je me rends compte que ça paraît stupide. Elle voulait savoir si c'était le père de votre filleule qui avait tué sa femme, ou bien si c'était sa mère qui avait tué son mari. C'est ça? Exactement. Mais est-ce l'un ou l'autre? On les a trouvés tous les deux tués d'une balle de revolver au sommet d'une falaise. Cela s'est passé il y a une quinzaine d'années. Mais pourquoi venir me poser cette question, à moi? Parce que vous écrivez des romans policiers et qu'elle vous croit experte en criminologie, tout simplement. Le drame qu'elle a évoqué est donc bien réel. Certes, mais je ferais mieux de vous raconter ce que je sais. Il s'agit de Lady Ravenscroft et de son mari, Sir Alistair. La jeune femme avait été à l'école avec moi, et je la connaissais donc bien, quoique nous ne fussions pas véritablement intimes. Lui était officier, et avait fait presque toute sa carrière au-delà des mers. Rentrés en Angleterre, ils avaient acheté cette maison dans le Kent. Et brusquement, surgit le drame dont tous les journaux de l'époque ont parlé. On s'est demandé si les deux époux avaient été assassinés ou s'ils s'étaient entretués. Je crois me souvenir que l'arme était un revolver appartenant à Sir Alistair. Mrs. Oliver précisa à Poirot tous les détails qu'elle pouvait se rappeler. « Pourquoi, demanda enfin le détective, cette femme voulait-elle savoir ce qui, d'après votre récit, semble n'avoir jamais été élucidé? » C'est précisément ce que je souhaiterais découvrir. Je pense que je pourrais assez facilement retrouver Célia, qui doit habiter Londres, ou les environs. Je crois me rappeler qu'elle a obtenu une licence et donne des cours dans un collège. De temps à autre, j'entends parler d'elle. Une carte à Noël et en quelques rares occasions. Pas mariée? Non, mais apparemment, elle se propose justement d'épouser Desmond Burton Cox, le fils de cette femme dont je suis en train de vous parler. Laquelle, sans doute, ne veut pas de ce mariage à cause de cette vieille affaire. C'est, en tout cas, la seule explication qui me paraît plausible. Mais quelle importance peuvent avoir pour elle les détails de cette tragédie? Que ce soit le père qui ait tué la mère ou la mère qui ait tué le père, je ne vois pas très bien. Je trouve effectivement la question de Mrs. Burton Cox passablement étrange. Cela mérite réflexion. Peut-être est-elle légèrement désaxée? Est-elle très attachée à son fils? Probablement. Sans doute craint-elle que la jeune fille n'ait hérité d'une prédisposition au meurtre. Comment le saurais-je? Elle semble penser que je puis le lui dire, mais elle ne m'en a pas raconté assez. Qu'y a-t-il derrière tout ça, à votre avis? Qu'est-ce que cela signifie, véritablement? Il serait assez intéressant de le découvrir, répondit Poirot d'une voix lente. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous voir. Je sais que vous aimez découvrir la raison cachée des choses. Croyez-vous que Mrs. Burton Cox ait une préférence? Vous vous demandez, je suppose, si elle aimerait mieux savoir que c'est le mari le vrai coupable, ou bien la femme? Mon Dieu, je n'ai pas l'impression qu'elle ait une préférence marquée. Bon, je comprends votre problème. Vous rentrez d'un déjeuner au cours duquel on vous a demandé quelque chose qui vous a semblé délicat et vous voudriez savoir quelle est la meilleure façon de traiter une affaire semblable. Quelle est-elle, selon vous, cette meilleure façon? Il ne m'est pas facile de me prononcer, car je ne suis pas une femme. Voyons, une personne qui vous était jusque-là inconnue vous a exposé un problème sans vous fournir de motif véritable. Je crois qu'il y a 3 choses que vous pourriez faire. La première, c'est d'envoyer un mot à cette dame en lui disant « Je suis désolé, mais je me rends compte que je ne puis vraiment vous être d'aucun secours. » ou quelque chose dans ce goût. La seconde, c'est de vous mettre en rapport avec votre filleule et de lui faire part de la question que vous a posée la mère du jeune homme qu'elle se propose d'épouser. Vous apprendriez de sa propre bouche si elle est véritablement décidée à ce mariage. Si oui, son fiancé est-il au courant des démarches de sa mère?
Il y aurait aussi d'autres points intéressants à préciser. Par exemple, savoir ce que la jeune fille pense de Mrs. Burton Cox. Enfin, vous pouvez opter pour une troisième solution, et c'est cette dernière que je vous conseillerais vivement. Je sais. Elle tient en un seul mot, n'est-ce pas? Rien. Oui, je me rends compte que ce serait peut-être en effet la meilleure solution. Ne rien faire. Mais, interrompit Poirot, il y a une chose qui s'appelle la curiosité humaine. Je voudrais simplement savoir la raison véritable qui a poussé cette femme à venir me poser une question aussi extravagante. Quand je saurais ça, je pourrais me détendre et oublier toute l'affaire. Mais jusque-là, je sais que vous ne dormirez pas bien. Vous vous réveillerez au milieu de la nuit, et j'imagine, vous connaissant comme je vous connais, qu'il vous viendra à l'esprit les idées les plus extraordinaires. Idées que vous pourrez d'ailleurs, par la suite, introduire dans un de vos romans. Ma foi, j'imagine que ce n'est pas impossible, si on examine la question sous cet angle, répondit Mrs. Oliver avec une flamme dans le regard. La curiosité est une chose passionnante. Que ne lui devons-nous pas? J'ignore qui l'a inventée. Peut-être les Grecs. Ils voulaient savoir. Avant eux, personne, à ma connaissance, n'avait réellement éprouvé le besoin de savoir. Après eux, on a voulu connaître le pourquoi des choses. Et c'est ainsi que nous avons eu droit aux navires, aux chemins de fer, aux machines volantes, aux bombes atomiques, à la pénicilline et à des tas d'autres choses. Un jeune garçon regarde le couvercle d'une marmite se soulever sous l'effet de la vapeur, et nous avons les trains. Ensuite, les grèves des chemins de fer, bien entendu, et tout à l'avenant. Me considérez-vous comme une horrible fouineuse? Pas le moins du monde. Je pense, au contraire, que votre curiosité ne dépasse pas la normale. Mais voyons, ce drame que vous avez évoqué, en a-t-on découvert le mobile? Pas vraiment. D'autant que le mari et la femme paraissaient s'entendre à merveille. Et maintenant, après tant d'années, je ne suppose pas qu'on puisse le découvrir. Oh, si, répondit Poirot, je me sens capable d'y parvenir. Par des amis bien placés, je pourrais avoir connaissance des résultats de l'enquête et sans doute même avoir accès au dossier. Vous le pourriez vraiment? Demanda Mrs. Oliver avec une lueur d'espoir dans les yeux. Certes, mais naturellement, cela demanderait un certain temps. Dans ce cas, je veux dire, si vous acceptez, il faudra que je fasse moi-même quelque chose. Par exemple, prendre contact avec la jeune fille et essayer de savoir si elle est au courant. J'aimerais aussi faire la connaissance du garçon qu'elle va épouser. D'accord, ce serait excellent. Je suppose qu'il doit aussi exister des gens... C'est une affaire qui appartient au passé, dit Poirot avec un soupir. Ce fut sans doute une cause célèbre en son temps, mais qu'est-ce qu'une cause célèbre quand on y réfléchit? À moins qu'elle n'aboutisse à un dénouement spectaculaire, nul ne s'en souvient. C'est vrai, reconnut Mrs. Oliver. On en a beaucoup parlé dans les journaux de l'époque, et puis tout s'est estompé. Oui, le problème est difficile. Si la police a été incapable de découvrir le mobile au moment du drame, c'est que la chose ne devait pas être facile. Je peux toujours aller voir ma filleule. Peut-être est-ce là, d'ailleurs, ce que Mrs. Burton Cox souhaitait me voir faire. Elle pense très certainement que la jeune fille connaît certains détails de l'affaire, ce qui, entre parenthèses, ne serait pas impossible. Les enfants sont capables de découvrir les choses les plus extraordinaires. Quel âge avait-elle à la mort de ses parents? 9 ou 10 ans, je pense. 9 ou 10 ans, je pense. Au moment du drame, elle était, me semble-t-il, interne dans un collège. Il est possible qu'elle ait parlé de cette affaire à son fiancé et que le garçon en ait ensuite fait part à sa mère. Je ne serais pas surpris que Mrs. Burton Cox ait tenté de questionner la jeune fille et essuyer une rebuffade. Alors, elle a pu penser que Mrs. Oliver,
qui était la marraine, pourrait, elle, obtenir des renseignements. Bien que je n'arrive pas à comprendre l'importance qu'ils peuvent avoir à ses yeux. Réflexion faite, il m'apparaît que les gens, pour reprendre le terme vague dont vous vous êtes servi, pourraient peut-être se montrer d'un certain secours, à condition qu'ils se souviennent. Mais se souviennent-ils vraiment? Tout à l'heure, je pensais aux éléphants. Aux éléphants? Poirot se dit, une fois de plus, que Mrs. Oliver était décidément la plus énigmatique des femmes. C'est pendant le déjeuner que j'ai commencé à y penser, reprit la romancière. Pour quelle raison? Demanda Poirot, intrigué. En réalité, je pensais aux dents. Vous savez, lorsque vous essayez de manger certaines choses, si vous avez de fausses dents, vous ne vous en tirez pas toujours très bien. Il vous faut savoir ce qu'il vous est possible de manger et ce qu'il est prudent d'éviter. Je sais, répondit le détective en poussant un soupir. Mais je me suis dit que nos dents, faites d'os, n'étaient pas de très bonne qualité et qu'il serait bien agréable d'être un chien qui possède des dents d'ivoire. J'ai pensé ensuite à d'autres animaux qui ont des dents d'ivoire. Les morses, par exemple. Tout cela m'a amené à songer aux éléphants et à leurs énormes défenses. Poirot ne voyait toujours pas où son interlocutrice voulait en venir. Et je suis parvenu progressivement à la conclusion que nous devrions chercher des gens qui ressemblent aux éléphants. Parce que les éléphants, dit-on, n'oublient pas. J'ai déjà entendu cette affirmation, en effet. Les éléphants n'oublient pas, répéta Mrs. Oliver. Vous connaissez sans doute l'histoire du tailleur indien qui avait un jour fourré une aiguille dans la trompe d'un éléphant. À leur prochaine rencontre, l'animal se remplit la bouche d'eau et inonda son ennemi. Cependant, plusieurs années s'étaient écoulées. Il n'avait pas oublié. Eh bien voilà. Ce qu'il me faut faire, c'est partir à la poursuite de quelques éléphants. Je ne suis pas très sûr de saisir ce que vous voulez dire. Qui classez-vous parmi les éléphants? À vous entendre, on dirait que vous vous proposez d'aller puiser vos renseignements aux zoos. Ce n'est pas tout à fait ça, mais il y a des gens qui ont une mémoire tout aussi bonne que celle attribuée aux pachydermes. En fait, il arrive fréquemment que l'on se rappelle des choses bizarres. En ce qui me concerne, il y a des événements dont je me souviens parfaitement. Par exemple, une réunion d'anniversaire, alors que j'étais âgé de 5 ans, où il y avait un gâteau de couleur rose surmonté d'un oiseau en sucre. Je me rappelle aussi le jour où mon canari s'est échappé et où j'ai tellement pleuré. Et le jour où je suis entré dans un pré pour aller me fourrer presque entre les pattes d'un taureau. Et ce fameux pique-nique au cours duquel nous avons cueilli des mûres. Je m'étais affreusement égratigné les bras et les mains. Mais j'avais plus de mûres que tous les autres. Je devais avoir environ 9 ans. Mais il n'est pas utile de remonter aussi loin. J'ai assisté à des douzaines de mariages. Mais il n'y en a que 2 qui m'aient laissé un souvenir durable. L'un avait lieu dans New Forest, et j'étais demoiselle d'honneur. Je crois que c'était une de mes cousines qui se mariait. Cependant, je ne puis arriver à me rappeler qui étaient les autres invités. Le second mariage était celui d'un de mes amis qui était dans la marine. Il avait failli se noyer un jour, et les parents de la jeune fille ne voulaient pas qu'elle l'épouse. Vous voyez, il y a des événements que l'on se rappelle fort bien. Je commence à comprendre, dit Poirot. Vous allez donc vous lancer à la recherche des éléphants. Oui, je vais tâcher de me rappeler les gens que je connaissais à l'époque du drame, ceux qui ont pu être plus ou moins en relation avec les Ravenscroft, ceux qui les ont fréquentés alors qu'ils étaient aux Indes ou ailleurs. Il n'y a pas d'inconvénient à rechercher les personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, parce qu'elles sont toujours heureuses de voir quelqu'un surgir du passé. Et bien sûr, elles vous parlent des événements qui se déroulaient à cette époque. Très intéressant, commenta Poirot. Et je crois que vous êtes parfaitement apte à ce genre de recherche. Lancez-vous donc sur le sentier des éléphants. Il se peut qu'ils se souviennent. Et je vous souhaite bon voyage. Livre 1. Les éléphants. Chapitre 3.
L'encyclopédie de tante Alice. Pouvez-vous me trouver mon carnet d'adresse, s'il vous plaît, Miss Livingstone? Il est sur votre bureau, madame, sur le coin gauche. Ah, je sais, mais c'est celui de l'année dernière que je voudrais, et même, si possible, celui de l'année précédente. Il se peut qu'on l'ait jeté? Non, je ne jette jamais mes carnets d'adresse, car on peut toujours en avoir besoin. Il doit se trouver dans un des tiroirs du secrétaire. Miss Livingstone était nouvelle, remplaçant Miss Sedgwick. Cette dernière était, ou plutôt avait été, précieuse. Elle savait toujours où Mrs. Oliver rangeait ses affaires, et connaissait même les endroits où elle était susceptible de les laisser traîner. Elle se rappelait les noms des gens à qui Mrs. Oliver avait écrit des lettres aimables, et aussi les noms de ceux à qui, poussée à bout, elle avait envoyé des missives désagréables. Oui, Miss Sedgwick était inestimable. Un peu comme ce gros livre brun que possédaient toutes les maîtresses de maison de l'époque victorienne et qui s'intitulait « Je réponds à tout ». Et c'était vrai. On y apprenait comment il fallait s'y prendre pour faire disparaître sur le linge les traces de fer à repasser, comment on pouvait sauver une mayonnaise tournée, quelle formule on devait employer pour écrire à un évêque, et des milliers d'autres choses. On trouvait absolument tout dans cet ouvrage précieux qui avait été autrefois le livre de chevet de tante Alice. Eh bien, Miss Sedgwick était, elle aussi, une véritable encyclopédie. Miss Livingstone ne lui ressemblait certes pas. Elle vous observait de ses yeux ronds et ternes, dans son long visage au teint brouillé, persuadée qu'elle était parfaitement compétente. Mais Mrs. Oliver, elle, était persuadée du contraire. La nouvelle secrétaire se rappelait uniquement les endroits où ses précédents employeurs rangeaient leurs affaires, et elle pensait que Mrs. Oliver devrait bien adopter les mêmes méthodes de classement. « Ce que je veux, » reprit la romancière avec la fermeté et la détermination d'une enfant gâtée, « c'est mon carnet de 1970, et celui de 69 également. Cherchez-les aussi rapidement que possible, voulez-vous ? » « Bien sûr, madame, bien sûr, » répondit la secrétaire en promenant autour d'elle le regard vague d'une personne qui cherche un objet dont elle n'a jamais entendu parler. « Si je ne récupère pas Sedgwick, je deviendrai folle, » se dit Mrs. Oliver. Miss Livingstone se mit à ouvrir les tiroirs l'un après l'autre. « Voici celui de l'année dernière, » annonça-t-elle bientôt d'un air satisfait. « Il sera bientôt plus à jour, n'est-ce pas ? C'est 1971. » « Ce n'est pas celui de 71 que je vous ai demandé. » Un vague souvenir se fit jour dans l'esprit de Mrs. Oliver. « Regardez donc dans la boîte à thé qui est sur le guéridon. »« Mais, madame, un carnet d'adresse ne saurait être dans une boîte à thé. »« Il pourrait parfaitement s'y trouver. Je crois me rappeler. » Écartant Miss Livingstone d'un geste de la main, elle se dirigea vers le guéridon et souleva le couvercle de la boîte à thé. « Le voici, » dit-elle en brandissant un petit carnet brun. Après quoi, elle alla s'asseoir à sa table de travail. « Ce sera tout pour le moment, Miss Livingstone. »« Pourtant, non. Vous pourriez essayer de retrouver mon album d'anniversaire. »« Je ne savais pas. Je ne m'en sers plus maintenant. Mais il y a bien longtemps que je l'ai. Je l'ai commencé alors que j'étais enfant. Je crois qu'il doit être dans la mansarde que nous utilisons parfois comme chambre d'amis quand les enfants viennent en vacances. Regardez dans le petit bureau qui se trouve près du lit. » Mrs. Oliver poussa un soupir de soulagement en voyant s'éloigner sa secrétaire, et elle se mit à compulser le carnet d'adresses parfumé au thé de Ceylan. Ravenscroft. Celia Ravenscroft, 14 Fish Acre, Mews. C'était là qu'elle habitait à une certaine époque. Mais il y avait une autre adresse. Strand on the Green, près Kew Bridge. Elle tourna quelques pages. « Oh, celle-ci est encore plus récente, » dit-elle à mi-voix. « Mardyke Grove. Ça se trouve au-delà de Fulham Road, me semble-t-il. A-t-elle un numéro de téléphone ?
Il est à moitié effacé. Mais je crois... Oui, je crois que c'est ça. Flaxman. De toute façon, je peux toujours essayer. Elle avança la main vers le téléphone. Au même moment, la porte s'ouvrit devant Miss Livingstone. « Ne pensez-vous pas... »« J'ai trouvé l'adresse que je cherchais, » annonça Mrs. Oliver. « Essayez de dénicher cet album d'anniversaire, c'est important. »« Ne l'auriez-vous pas laissé à Saley House lorsque vous avez déménagé ?»« Sûrement pas. Continuez vos recherches. » Et comme la porte se refermait sur la secrétaire, elle ne put s'empêcher de murmurer. « Et surtout, prenez bien votre temps. » Puis elle forma le numéro, attendit quelques secondes et alla entr'ouvrir la porte pour crier dans l'escalier. « Vous pourriez essayer de voir dans le coffre espagnol. Vous savez, celui qui est cerclé de cuivre. Je ne sais pas exactement où il se trouve. Sous la table du hall, peut-être. » Le premier coup de téléphone ne donna rien. Elle était tombée sur une Mrs. Smith Potter qui n'avait pas la moindre idée du numéro de téléphone que pouvait avoir maintenant la personne qui habitait l'appartement avant elle. La romancière se replongea dans son carnet et découvrit 2 nouvelles adresses qui avaient été griffonnées à la hâte et étaient, de ce fait, à peu près illisibles. Cependant, à la 3e tentative qu'elle fit pour les déchiffrer, un Ravenscroft presque illisible lui aussi sembla émerger des ratures et des surcharges. Elle forma un autre numéro. Une voix déclara connaître Célia. « Oui, mais il y a des années qu'elle n'habite plus ici. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, je crois bien qu'elle était à Newcastle. »« Mon Dieu, mais je n'ai pas cette adresse. »« Je ne l'ai pas non plus, » répondit la voix féminine à l'autre bout du fil. « Il me semble qu'elle était partie pour prendre un emploi de secrétaire chez un médecin vétérinaire. » Ce n'était pas très encourageant. Après avoir, une fois de plus, feuilleté son carnet, Mrs. Oliver finit par trouver une autre adresse et un autre numéro de téléphone. « Oui, bien sûr, » dit une voix. « Une jeune fille très compétente. Elle a travaillé chez moi pendant 1 an et demi, et je l'aurais volontiers gardée plus longtemps, mais elle est partie pour aller chez un médecin de Harley Street. Un instant. Je crois bien avoir son adresse. C'est quelque part à Islington. » L'instant d'après, sans se décourager, Mrs. Oliver formait un autre numéro. « Miss Celia Ravenscroft ?» répondit une voix à l'accent étranger. « Oui, elle habite bien ici. Elle a une chambre au 2e étage. Elle est sortie, mais elle ne tardera pas à rentrer. » Mrs. Oliver raccrocha avec un soupir. Miss Livingstone, couverte de poussière et décorée de toiles d'araignée, venait de reparaître, les bras chargés d'une pile de volumes d'aspect peu engageant. « Je ne sais pas si ces registres peuvent vous être utiles, » dit-elle d'un air réprobateur, « car ils remontent à plusieurs années. »« C'est possible tout de même. »« Y a-t-il encore autre chose à chercher ?»« Je ne pense pas. Si vous voulez bien poser ça sur le coin du divan, je les consulterai ce soir. »« Très bien, » reprit la secrétaire d'un air de plus en plus réprobateur. « Mais je vais d'abord les épousseter. »« Ce sera très gentil de votre part. » Mrs. Oliver se retint à grand-peine d'ajouter. « Par la même occasion, époustez-vous également. Vous avez 6 toiles d'araignée dans l'oreille gauche. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre et rappela Islington. « Miss Celia Ravenscroft ?»« Oui, c'est moi-même, » répondit une voix qui, cette fois, était indubitablement anglo-saxonne, mais que Mrs. Oliver trouva un peu acide et tranchante. « Je ne sais pas si vous vous souviendrez très bien de moi. Je suis Mrs. Oliver. Il y a longtemps que nous ne nous sommes vus, mais je suis votre marraine. »« Oh, bien sûr, je n'ai pas oublié. Me serait-il possible de vous voir ? Accepteriez-vous, par exemple, de venir déjeuner, ou bien... Ma foi, cela m'est assez difficile à cause de mon travail, mais je pourrais venir ce soir, si vous voulez, vers 7h30 ou 8h. Ensuite, j'ai un rendez-vous. Néanmoins, si cela vous est possible,
J'en serais extrêmement heureuse. Eh bien, c'est entendu. Si vous voulez noter mon adresse. Mrs. Oliver raccrocha le récepteur, griffonna quelques mots sur son bloc-notes et leva les yeux d'un air excédé vers Miss Livingstone, qui venait de faire une autre apparition, croulant presque sous le poids d'un énorme album. « Je me demande si ça pourrait être ça. »« Non, ça ne pourrait pas. Ce que vous tenez là, ce sont des recettes de cuisine. »« Oh, mon Dieu !»« Je pourrais fort bien en regarder quelques-unes, » dit Mrs. Oliver en s'emparant du volume. « Pourquoi pas ? Réflexion faite, je me demande si cet album que nous cherchons ne serait pas dans l'armoire à linge, à côté de la porte de la salle de bain, sur l'étagère du haut, au-dessus des serviettes de bain. J'y mets quelquefois des livres et des papiers. Attendez, je vais aller voir moi-même. » 10 minutes plus tard, Mrs. Oliver feuilletait les pages d'un album fané, tandis que Miss Livingstone attendait, debout sur le seuil. Au bout d'un moment, la romancière leva les yeux. « Vous pouvez également regarder dans le bureau du salon, celui qui est un peu abîmé, vous savez. Voyez si vous pouvez y découvrir d'autres carnets d'adresses. Après ça, je crois que je n'aurai plus besoin de vous pour la journée. » Miss Livingstone disparut. « Je me demande, » murmura Mrs. Oliver avec un soupir, « qui est la plus heureuse de nous deux. Elle de s'en aller, ou moi de la voir partir. » Décrochant à nouveau le téléphone, elle appela le numéro d'Hercule Poirot. « Ici Ariane Oliver. C'est vous, monsieur Poirot ? Avez-vous fait quelque chose ? » ?»« Je vous demande pardon. »« Fait quoi ? » ?»« N'importe quoi, au sujet de l'affaire que nous avons évoquée hier. »« J'ai pris mes dispositions pour entreprendre certaines recherches. »« Mais vous ne les avez pas encore faites, » fit remarquer Mrs. Oliver, qui avait une piètre opinion de la façon dont les hommes envisagent les choses. « Et vous, chère madame ? » ?»« J'ai été très occupée. »« Ah, mais avez-vous agi de votre côté ? » ?»« J'ai rassemblé des éléphants, si vous voyez ce que je veux dire. »« Je crois comprendre, oui. »« Et il n'est pas facile de se replonger dans le passé. C'est extraordinaire le nombre de gens dont on se souvient quand on relit les noms, et ces choses stupides qu'ils sont capables d'écrire sur les albums d'anniversaire. Je ne peux pas comprendre pourquoi je tenais tant à ces annotations lorsque j'avais 16 ou 17 ans, ou même 30. Vos recherches ont-elles été fructueuses ? Pas tellement, mais je crois néanmoins que je suis sur la bonne voie. À propos, j'ai téléphoné à ma filleule. Elle doit venir me voir ce soir entre 7 et 8, à condition qu'elle ne me fasse pas faux bond. Avec les jeunes, on ne sait jamais. On ne peut absolument pas compter sur eux. A-t-elle paru contente de votre coup de téléphone ? Je ne saurais le dire. Pas outre mesure, j'imagine. Je lui ai trouvé une voix un peu incisive. Je me rappelle maintenant que lors de notre dernière rencontre, il doit bien y avoir une dizaine d'années, elle m'avait paru un peu effrayante. Effrayante ? Quel sens donnez-vous à ce mot ? Je m'exprime sans doute mal. Je veux dire simplement qu'elle avait l'air moins intimidée par moi que je ne l'étais par elle. Cela peut être une bonne chose, à mon avis. Vraiment ? Si les gens ont décidé de ne pas vous aimer, s'ils sont persuadés qu'ils ne vous aiment pas, ils prendront plaisir à vous le faire sentir. Et, ce faisant, ils laisseront échapper plus de renseignements que s'ils s'étaient efforcés d'être aimables. Et de faire de la lèche, vous voulez dire ? Oui, vous devez avoir raison. Dans ce dernier cas, ils nous disent des choses qu'ils croient devoir nous faire plaisir. Dans l'autre cas, ils essaieront de trouver des propos susceptibles de nous vexer. Je voudrais bien savoir si Célia est ainsi. Je me rappelle que, lorsqu'elle avait 5 ans, elle lançait ses chaussures à la tête de sa gouvernante. La conversation terminée, Mrs. Oliver alla s'asseoir sur le divan pour compulser les souvenirs d'antan qui y étaient amoncelés. Le temps avait passé vite,
et elle fut surprise d'entendre résonner le timbre de la porte d'entrée.